L'écran dans la salle à côté ne fonctionne pas. Ah, vous voyez, si vous étiez arrivé en retard, hein, et il y a malheureusement une classe de 30 élèves qui arrivent, et ben, ils se mettront à côté, mais bon. J'espère qu'ils auront le son, au moins. Bon, ben vous avez... Donc, on va démarrer. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Il n'est pas 19h, excusez-moi. Il n'est pas 19h? C'est la relativité générale, ça, alors. La dilatation du temps. Bon, heureux de vous retrouver et surtout de retrouver une salle de conférence digne de ce nom. Je suis désolé, les 3 premières conférences, on l'a fait dans le planétarium. Bon, je pense que c'était pas mal, mais ça vaut pas une vraie salle. Alors je vous signale donc qu'à partir d'aujourd'hui, les conférences suivantes auront lieu dans cette salle. Donc au nom d'Universcience, de l'Observatoire de Paris et de la Société astronomique de France, on a le plaisir de vous accueillir à cette 4e session de cycle de conférences concernant le centenaire de la relativité générale d'Einstein, publié en 1915. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Pierre Martin. Je suis physicien, président de la commission de cosmologie et membre de la SAF, Société astronomique de France. Ce soir, on a un format un peu différent des autres conférences. On vous propose une table ronde sur quelques mystères liés à la relativité générale. Alors, je dois excuser notre collègue Pier Stefano Coranzanetti, qui est retenu professionnellement aux États-Unis. Donc, le boulot passe avant tout. Hein, donc, il travaille pour la science, on l'excuse. Alors, nos invités sont Aurélien Barraud, professeur à l'université Joseph Fourier de Grenoble-Alpes, membre de l'Institut universitaire de France, chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie, spécialiste d'astrophysique des particules et de cosmologie. À côté de lui, Jean-Michel Halimi, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cosmologie. Il a fondé et dirigé jusqu'en 2011 le laboratoire Univers et Théorie, le LUT de Meudon, où il poursuit ses recherches sur la physique de l'univers primordial, la structuration de notre univers, etc. Signalons qu'il a été président des manifestations Le siècle d'Albert Einstein et l'univers invisible, il y a une dizaine d'années. Et enfin, Philippe Brax, directeur de recherche à l'Institut de physique théorique du CEA, à Saclay, chercheur associé à l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP, et sa spécialité, les liens entre cosmologie et physique des particules. Alors, quelques mots d'introduction. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Dans le fond, c'est clair? Dans la physique actuelle, il reste de nombreuses questions ouvertes, comme par exemple, il est très frustrant de savoir que nous ne sommes qu'une très faible partie de la matière. L'essentiel est une matière inconnue, appelée trop facilement sombre ou noire. On ne sait pas de quoi elle est composée. De plus, si on s'intéresse à l'ensemble matière, énergie, hein, puis vous savez que matière et énergie, ce sont les deux côtés d'une même carte, alors là c'est pire, les 3/4 de l'univers seraient emplis d'une entité inconnue, appelée là aussi noire. Vous avez compris, les physiciens, quand ils ne savent pas ce que c'est, ils l'appellent noire. Et c'est l'énergie noire. Elle serait responsable de l'expansion accélérée de notre univers. Sa nature est aussi inconnue.
Depuis un siècle, notre physique est basée sur deux grands principes, la relativité générale, qui gouverne le monde macroscopique, et la mécanique quantique, qui règne sur l'infiniment petit et les particules. Or, ces deux théories sont incompatibles, d'où les efforts incessants pour tenter de les rapprocher. C'est ce qu'essaye de faire la théorie des corps, la gravitation quantique, la boucle, en partant de deux approches différentes. Peut-on aussi unifier ces quatre interactions fondamentales? Encore un mystère qui n'est certainement pas le dernier, la question de la singularité de l'origine, que certains appellent Big Bang, mais ce n'était pas Big et ça n'a pas fait Bang. La question de la singularité est posée. Appartenons-nous à un multivers? Avons-nous subi un rebond? Sommes-nous des hologrammes? Mais oui, mais oui. D'où vient notre univers en fait? Voici les quelques points que nous allons essayer de traiter ce soir, mais ces sujets sont tellement vastes que vous ne vous en voudriez pas si on ne peut pas répondre à toutes les interrogations ce soir. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, une discussion d'approximativement 1 heure, 1 heure et quart, et le reste du temps pour vos questions et nos réponses, j'espère. Le seul impératif, il faut avoir absolument quitté la salle à 9 heures. Comme je le dis toujours, à 9 heures, ils lassent les chiens. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je vais commencer par passer la parole à Jean-Michel Elimi. Ok, merci. Je pensais qu'il allait y avoir une question, mais s'il n'y a pas de question, je vais... donc, s'il n'y a pas de question, je vais juste, si on peut dire, introduire le débat, comme vient de le dire Jean-Pierre Martin. Il faut parler plus près du micro. Plus près du micro. Donc, il faut parler comme ça, près du micro, je m'excuse. Donc, je vais essayer d'introduire le débat, et comme vient de le dire Jean-Pierre Martin, de nombreuses questions sont posées. Il faut donc tenter de les prendre au moins par un bout. Ce bout, je pense, qui me paraît important, puisque pour se placer dans l'héritage, si on peut dire, de la relativité générale, qui fait donc cette année ses 100 ans, théorie de l'espace-temps, théorie de la gravitation, qui nous permet, qui rend l'univers un objet physique comme les autres, et qui nous permet donc de faire de la cosmologie scientifique, rencontre une difficulté fondamentale qui pose en retour fort probablement la nature de la gravitation. Ça a été à l'instant signalé, c'est le problème qu'on appelle souvent le problème de l'énergie noire. Alors, pour savoir un peu plus précisément de quoi il s'agit et comment on peut l'interpréter, je pense que ce serait une bonne façon de démarrer ce débat. Et discutant de ce point, puis de la nature de la gravitation, on sera amené fort probablement à passer en revue toutes les questions qui ont été envisagées. Donc, de quoi s'agit-il? La relativité générale est une théorie de l'espace-temps. Seulement dans ce cadre, on peut faire de la cosmologie. Et dans ce cadre théorique, un de ses résultats fondamentaux, c'est que l'univers est dynamique, l'univers est en expansion. Ça signifie que deux points pris dans l'espace s'éloignent au cours du temps et ils s'éloignent d'autant plus vite qu'ils sont plus distincts. Ce qu'on a découvert d'un point de vue observationnel, maintenant de façon, je pense, assez convaincante, puisque les méthodes sont totalement indépendantes et se croisent tous pour nous dire la même chose, c'est que cette expansion cosmique est accélérée, c'est-à-dire qu'elle se déroule de plus en plus vite avec le temps et depuis peu, à l'échelle évidemment cosmologique, c'est-à-dire depuis quelques milliards d'années, pas plus, c'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène qui a démarré au début de l'univers et qui s'est déroulé pendant toute l'histoire de l'univers. Ce phénomène de l'accélération cosmique a dû démarrer assez récemment à l'échelle de l'âge de l'univers. La difficulté, c'est que lorsque justement on considère notre univers décrit dans la relativité générale, en envisageant des hypothèses de symétrie tout à fait raisonnables, on pourrait aussi en discuter, admettons-les pour l'instant, à savoir que l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il est le même en tout point, et en un point donné, il est le même dans toutes les directions. Si on envisage également que les seules formes d'énergie et de matière présentes dans l'univers sont celles qu'on connaît, en envisageant même cette matière mystérieuse auquel il a été fait référence, qui est la matière noire, la relativité générale nous dit explicitement que cette expansion ne peut pas être accélérée, sauf si on y ajoute, un peu de façon ad hoc tout de même, une constante fondamentale dont il faudrait par ailleurs en comprendre l'origine, qui est la constante cosmologique. Et pourtant, donc, l'expansion de l'univers est accélérée.
Pourquoi cette question est-elle si fondamentale? Parce que cette équation qui décrit la vitesse, l'accélération éventuelle avec laquelle l'expansion de l'univers se déroule, résulte directement, est une équation de base, c'est une réécriture des équations d'Einstein, et elle résulte explicitement des principes fondamentaux qui fondent la théorie de la relativité générale. Et donc, contester ce que dit cette équation, c'est d'une certaine façon, éventuellement, contester le principe. Et finalement, c'est comme ça qu'on pourrait arriver à expliquer l'accélération de l'univers. C'est soit par une approche qui questionnerait notre compréhension de l'infiniment petit, donc par un substrat matériel assez mystérieux, qui jouerait le rôle, je peux dire, le rôle d'un fluide remplissant tout l'univers et ayant un effet de pression négative. On parle déjà de choses qui ne sont pas très intuitives immédiatement, la pression négative, et donc qui d'une certaine façon, avec de grosses guillemets, pousserait l'univers en l'accélérant au cours de son expansion, ou au contraire, une approche plus législative, disons, qui consisterait à envisager, à essayer de construire un cadre plus large que celui de la relativité générale et à corriger les lois de la gravité, les lois de la relativité générale pour décrire l'univers dans des situations limites, comme sa dynamique globale et l'accélération de son expansion. Donc on le voit, ce fait d'expérience qui effectivement, ça a aussi été dit, conduit donc à envisager un univers invisible, clairement, dont le contenu est clairement invisible si on l'envisage, comme je le disais à l'instant, comme un substrat, à hauteur typiquement de 70% environ de son contenu énergétique, soit comme une modification des lois fondamentales qui régissent cet univers, mais dans tous les cas, de façon effective, de façon phénoménologique. Qu'est-ce que ça veut dire, modification des lois fondamentales de l'univers? C'est justement comme ça que je voulais introduire le débat, en disant que si on admet, je le répète, on pourrait en discuter, mais les moyens observationnels qui conduisent à ce résultat, à savoir que l'expansion de notre univers est accélérée, sont maintenant nombreux et, je pense, plus que convaincants. Donc clairement, c'est un fait observationnel bien établi. Pour l'expliquer, il nous faut soit donc envisager un substrat avec des propriétés microscopiques qui interrogent notre compréhension de l'infiniment petit, soit au contraire, chercher une explication du côté de l'infiniment grand et interroger les lois qui gèrent la dynamique de l'univers, donc les lois de la relativité générale, et envisager quelque chose qui va au-delà, pour pouvoir justement discuter. Et donc, se poser effectivement la question de l'invisibilité de l'univers, la nature invisible de l'univers, et spécialement de cette énergie noire, mais fort probablement également, on reviendra peut-être, de la matière noire, c'est se poser la question de la nature de la gravitation. Donc, je pense qu'il faut partir de cette idée et voir déjà comment on peut se poser les questions, justement. Et vous, Aurélien, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, on ne s'est pas du tout concerté, on se connaît bien, hein, tous les trois, mais on ne s'est pas concerté. Donc, pour le plaisir du débat, je vais évidemment contredire un peu Jean-Michel, même si, naturellement, je suis d'accord avec l'essentiel de ce qu'il vient d'évoquer. Alors, juste d'abord, deux petites remarques sur la très belle introduction que tu as faite. Donc, cette table n'est pas ronde, mais du point de vue topologique, en fait, elle est ronde, donc tout va bien. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas tout à fait certain qu'il soit très frustrant, comme tu l'as dit, que nous ne connaissions qu'une petite partie du contenu de l'univers. En réalité, c'est peut-être aussi extrêmement enchantant, parce que ça signifie que tout ce qui existe, l'ensemble des étangs, ne se réduit pas à ce qui nous est immédiatement accessible, et que donc de vastes mondes, et peut-être une grande étendue de connaissances, nous est encore inconnue. Alors, il me semble, pour réagir à ce que vient de dire très opportunément Jean-Michel Alimi, que ce qui importe peut-être, c'est de commencer par hiérarchiser nos problèmes. Et c'est là, sans doute, on va un tout petit peu diverger dans ce qui, pour lui et moi, apparaît comme le plus grave dans nos incompréhensions actuelles. Donc, en effet, on comprend beaucoup de choses. On a d'une part la physique de l'infiniment petit, la mécanique quantique, la théorie des champs, le modèle standard, qui décrivent très bien les interactions entre les particules élémentaires. Et on a d'autre part la grande théorie d'Einstein, la relativité générale, qui essentiellement nous apprend que l'espace n'est plus une boîte, comme le pensaient Newton ou Kant, mais que l'espace devient lui-même un objet d'étude. En quelque sorte, Einstein nous montre que l'espace est un phénomène comme les autres, qui lui-même est régi par ses équations d'évolution et qui lui-même interagit avec les corps. En quelque sorte, l'évolution de l'univers est à l'image de la chute d'un stylo. Elle est un phénomène dynamique. Les galaxies s'éloignent non pas parce qu'elles bougent, mais parce que l'espace lui-même est en train de se dilater. Jusque-là, tout va bien.
Les problèmes, je les présenterai de façon un peu différente. L'accélération de l'expansion de l'univers, j'en conviens, est étonnante. Comme la gravité est attractive, elle devrait jouer comme une force de freinage et par conséquent diminuer la vitesse d'expansion de l'univers. Et les observations nous montrent au contraire que cette vitesse augmente et que donc l'expansion cosmologique semble accélérer. Néanmoins, la théorie d'Einstein, que nous avons tous les deux évoquée, permet de rendre compte de façon relativement simple de cette accélération. Je dirais même que la présence d'une constante cosmologique, qu'on décrira peut-être plus en détail tout à l'heure, et qui permet d'expliquer naturellement cette accélération, est un constituant presque inévitable de la théorie d'Einstein. À mon sens, on peut donc rendre compte de cette étrange observation sans recourir à de la physique au-delà de ce qui est bien connu. Je vais donc conclure mon bref temps de parole de cet instant avec ce qui, à mes yeux, constitue les trois problèmes centraux de la cosmologie, de notre incompréhension ou inconnaissance de l'environnement universel. Le premier, et là sans doute on sera tous d'accord, c'est celui de la matière noire. On sait de façon à peu près certaine que l'essentiel de la masse de l'univers est non seulement invisible, mais ne peut pas être constitué d'objets fondamentaux tels qu'on les a observés dans les accélérateurs de particules. Donc là c'est un défi pour la cosmologie et un défi pour la physique de l'infiniment petit. Mais quelque part, ça n'impose pas nécessairement une révision des lois. Peut-être l'explication viendra-t-elle seulement d'un nouveau composant, ce qui, à mon avis, est moins fondamental en termes de déconstruction de la compréhension globale de la physique. Le deuxième problème, sans doute plus grave, moins souvent évoqué, c'est celui de notre existence. Celui de notre existence parce que la physique nous montre que matière et antimatière sont presque exactement la même chose. Mais quand elles se rencontrent, elles s'annihilent. Ce qui signifie donc qu'il y a plus de matière que d'antimatière dans l'univers, sans quoi nous nous serions presque entièrement annihilés dans les premiers instants du cosmos. Là, ça montre certainement qu'il faut aller au-delà des lois, et pas seulement des composants, qui sont déjà connus. Et le troisième problème qui, à mon sens, est peut-être le plus grave, c'est en quelque sorte le Big Bang lui-même. Non pas le modèle du Big Bang. Le modèle de l'univers en expansion ne pose aucun problème, il est sous contrôle, il est bien expliqué théoriquement et bien corroboré expérimentalement. Mais le Big Bang en tant qu'instant originel, l'instant t égale 0, la singularité, comme disent les mathématiciens, elle est évidemment une pathologie. Non pas, à mon sens, une pathologie de l'espace-temps, l'espace-temps n'est pas malade, il va très bien sans nous, mais une pathologie de notre modèle. La relativité générale ne fonctionne plus autour de l'instant primitif. Et c'est normal, elle n'est pas conçue pour ça, elle n'a pas été créée pour ça, elle a en quelque sorte l'élégance de nous indiquer d'elle-même quand elle cesse d'être valide. Par conséquent, il faut la compléter, la modifier et vraisemblablement l'unir, comme vous le disiez, avec la théorie quantique, ce qui est un défi immense, à la fois au niveau technique, on y reviendra sans doute, mais aussi au niveau conceptuel, parce que son assise à la théorie de l'espace-temps est en quelque sorte orthogonale à la physique des particules élémentaires, c'est-à-dire à la théorie de l'infiniment petit. Peut-être... voilà. Philippe. Philippe Bratt, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, beaucoup de points ont été abordés. Vous m'entendez? Non. Beaucoup de points ont été abordés et ça va demander pas mal de temps pour les expliciter. Donc, près du micro, merci. Donc je vais essayer d'expliciter un petit peu. Je vais essayer d'expliciter un petit peu ce qu'on connaît sur le contenu de l'univers et où est-ce qu'on peut tester ce contenu et comment est-ce que les physiciens essayent par exemple d'obtenir plus de renseignements sur la matière noire, l'énergie noire, pour essayer de répondre aux questions qui ont été mentionnées précédemment. Donc comme il a été dit, on connaît d'une façon assez précise le contenu en énergie de l'univers. Pourquoi en énergie? Parce que, comme vous connaissez tous E égale mc2, le contenu matériel de l'univers est plus précisément décrit par le contenu en énergie. On sait qu'on contient à peu près 5% de matière qui va être celle que l'on connaît, qui va être faite de physique des neutrons, des protons et les autres particules bien connues aux accélérateurs. Par contre, on va avoir 25% de matière qui n'est pas observable encore aux accélérateurs. Peut-être que le LHC qui va venir en pleine puissance cette année va pouvoir nous donner une indication sur ces 25%, et pour l'instant on n'a pas de connaissance sur ces 25% de matière noire.
Et finalement, on a 75% d'énergie, en tout cas on ne connaît pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer, comme Jean-Michel l'a mentionné, que cette énergie puisse avoir des conséquences expérimentales que l'on puisse vérifier et que l'on puisse donc tester? Alors il y a une possibilité qui est extrêmement importante, qui est qu'en fait, on se soit trompé depuis le début, qu'il n'y ait pas 75% d'énergie manquante, mais qu'on ait modifié les lois de la gravité à très très grande distance. Et là, il y a des expériences futures, comme par exemple l'expérience satellitaire Euclide, qui sera lancée en 2020, qui va essayer de voir si la gravité doit être modifiée aux échelles cosmologiques. Donc dans les années 2020-2030, on saura si on a affaire à de l'énergie noire, ou si on a affaire à une modification de la gravité aux très très grandes distances. Donc on peut espérer... Ou à autre chose, oui. On peut imaginer... Autre chose, c'est plus difficile théoriquement à envisager. Donc je préfère rester dans ce cadre bien précis d'une alternance. La matière noire, on peut imaginer qu'un jour, les accélérateurs de particules vont nous donner des indications sur la présence ou non de matière noire. Mais ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être des modifications différentes de la nature de la gravité au niveau des galaxies. Et finalement, il y a aussi des tests qui sont beaucoup plus simples à expliquer, qui sont des tests au niveau du système solaire, par exemple, ou du laboratoire, qui pourraient nous indiquer qu'il y a des déviations à la gravité d'Einstein, qui sont des déviations locales. Et ces déviations locales de la gravité, qui doivent être très très faibles, à des niveaux plus petits que 10-13 pour le principe d'équivalence, c'est-à-dire la chute des corps dans les expériences de Pise de Galilée. Si on arrive à détecter des différences qui sont à des niveaux plus petits que ceci, mais non zéro, on aura une indication aussi que la relativité devrait être modifiée. Donc on a des tactiques expérimentales différentes pour essayer de tester ces grandes questions. Alors, donc on peut espérer que le LHC va nous aider au moins pour la matière noire, de ce que vous dites, hein. C'est ça? Attends, oui, ça... Alors en fait, c'est pas du tout garanti, parce qu'on va au-delà de ce qui est connu, et en physique des particules, on ne sait pas du tout ce qui va... C'est très différent de ce qui était connu, par exemple, pour le boson de Higgs, ou pour d'autres particules qui ont été découvertes, qui s'appellent des bosons WZ au début des années 80, où on avait des indications théoriques très très fortes sur la présence ou non de ces particules. Pour ce qui est de la matière noire, c'est une hypothèse qu'elle pourrait être présente sous forme de particules, qui pourraient être détectées au niveau des accélérateurs, mais l'explication pourrait être différente. On n'a pas de garantie du tout que la matière noire sera un jour détectée dans les accélérateurs, c'est pas du tout garanti. Mais le niveau d'énergie, vous m'entendez? Oui, le niveau d'énergie au niveau du LHC est très faible par rapport à l'énergie au niveau de la singularité. Donc ce n'est qu'un tout petit pas vers la singularité. C'est moi qui réponds. C'est moi qui réponds. Bien, oui, bien sûr que oui. La singularité, il est même infini, donc tout est petit face à l'infini. Mais ce n'est pas forcément le problème. Pour la matière noire, on atteint quand même des énergies qui sont relativement élevées. Bon, je trouve que le débat a commencé sur les chapeaux de roue. Donc peut-être qu'on devrait revenir à des choses un peu plus claires et un peu plus pédagogues. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la physique? Revenons un instant à la base. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que faire de la physique et d'essayer de comprendre les lois de l'univers? Qu'est-ce qui nous différencie d'un philosophe, d'un poète ou d'un artiste? Je crois que fondamentalement, on pourrait penser que c'est le lien avec les mathématiques. Pourquoi pas? C'est vrai que nous utilisons tous les mathématiques, mais c'est pas vrai dans toutes les branches de la science, en particulier en éthologie, en taxinomie, dans beaucoup d'aspects des sciences naturelles, on utilise peu les mathématiques. Ça pourrait être la capacité de prévoir. C'est vrai que c'est très important. Un physicien doit annoncer les phénomènes avant qu'on les observe. C'est ce qui a fait la renommée de Thalès, qui avait annoncé une éclipse. Mais ça ne suffit pas. Je peux prévoir la position de la trotteuse de ma montre dans 2 minutes sans rien entendre au complexe mécanisme qui se trouve en son sein. On pourrait penser à un lien particulier avec la vérité. La science dit le vrai. L'ennui, c'est que depuis le grand philosophe Thomas Kuhn, on sait que la science fonctionne par changement de paradigme, c'est-à-dire d'image du monde, et comme chaque nouveau paradigme est en quelque sorte incommensurable avec le précédent, si la vérité existe, je crois qu'on en est toujours à distance infinie, puisqu'à chaque fois on redéfinit entièrement l'image du monde.
Ce pourrait être... Ça présuppose déjà une idée sur le... Oui. Je te laisserai peut-être élaborer sur ce point. Ce pourrait être, et je vais m'arrêter là sur cette petite digression philosophique, le lien avec la raison, avec le logos, comme disent les Grecs, comme disaient les Grecs. Oui, bien sûr, mais c'est très peu discriminant, vous savez. Tous vos adversaires se croient raisonnables. Personne ne défend jamais une idée au nom de la déraison. Donc, se réclamer de logos, c'est en quelque sorte un vœu pieux. Tout le monde s'en réclame et tout le monde croit l'avoir dans sa poche. Donc moi, je dirais que ce qui nous caractérise, même si nous avons parfois de petites différences d'analyse, c'est d'une part une certaine créativité. Les physiciens doivent inventer des modèles et donc avoir des idées originales, peut-être presque un peu démiurgiques comme un artiste, mais une créativité sous contrainte. C'est-à-dire que la factualité du réel s'impose à nous. Le monde n'est pas que ce que nous aimerions qu'il soit, ou n'est pas que le reflet de nos fantasmes. Quand on construit un télescope, un accélérateur de particules, le CERN par exemple, qui a coûté 10 milliards d'euros et a coûté 20 ans d'efforts, devait entre autres choses détecter si possible des particules dites supersymétriques, qui étaient des candidats pour expliquer cette matière noire que nous évoquions, et il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Pourtant, la plupart des physiciens et théoriciens pensaient que cette supersymétrie allait émerger. Oui, c'est ça qui est très beau, c'est que d'un certain point de vue, nous tentons d'être créatifs, mais d'un autre point de vue, nous devons faire face à une observation qui est une sorte d'altérité. Voilà. Nous n'observons pas que le reflet ou le miroir de nos propres fantasmes. Ça, je crois que c'est ce qui caractérise la démarche. Alors, dans cette démarche, aujourd'hui, il y a un succès immense, qui est une capacité à reproduire assez bien l'histoire de l'univers entre un milliardième de seconde et aujourd'hui, du point de vue de la manière dont il a grandi, des différents taux d'expansion, je dirais que les choses sont sous contrôle. Et puis, il y a des problèmes graves que nous avons tous évoqués en hiérarchisant un peu suivant nos sensibilités propres. Et je crois, je vais m'arrêter sur ce point, que la question essentielle aujourd'hui est, va-t-on résoudre ces différents problèmes, matière noire, énergie noire, singularité initiale, etc., par des petits ajustements dans le modèle, c'est-à-dire en trouvant des explications locales à chacune de ces difficultés, ou par un changement radical de paradigme, c'est-à-dire en revoyant globalement l'ensemble de notre image du monde. Ça, bien sûr, nul ne le sait aujourd'hui, ça dépendra de notre travail collectivement, de la communauté scientifique, mais n'oubliez pas que dans le domaine scientifique, peut-être à la différence de la politique, la prescription de la révolution n'est pas performative. Et il ne suffit pas de la vouloir pour la faire. Encore faut-il avoir les idées géniales. Et c'est ça qui est le plus difficile. Il ne suffit pas d'appeler de ses voeux un changement d'image, de modèle, de théorie, de paradigme, qui est un instant très excitant de l'histoire des sciences, que tout le monde, je suppose, aimerait vivre. Encore faut-il le construire. Encore faut-il trouver mieux que ce dont nous disposons déjà. Et c'est extrêmement difficile. Pour aller dans ce sens, j'aimerais dire que, effectivement, moi j'ai donné l'exemple fondateur, si on peut dire, de notre débat concernant l'énergie noire pour expliquer l'accélération de l'univers. D'autres, comme vient de le dire Aurélien, peuvent envisager que la question de la singularité, la question de la matière noire, la question de l'antimatière sont des problèmes tout aussi, sinon plus critiques en cosmologie. Ce que je crois important, c'est ce qui vient d'être dit, chose sur laquelle je suis d'accord à plusieurs types. D'accord, je dirais presque d'un point de vue tout d'abord historique. Quand on y réfléchit quelque peu, la révolution qu'on a connue récente dans l'histoire des sciences, c'est l'émergence de la relativité restreinte et de la mécanique quantique au début du XXe siècle. Évidemment, là, je fais de l'histoire à la va-vite, mais quelle était la situation? On avait le sentiment de bien comprendre un certain nombre de phénomènes, et puis une expérience, dans le cas de la mécanique quantique, le rayonnement du corps noir, dans le cas de la relativité restreinte, l'expérience de Michelson et Morley liée à la constance de la vitesse de la lumière, qui était inexpliquée. Modification dans notre compréhension globale des choses pour essayer de répondre à ces sollicitations liées à ces expériences, donc je répète, le corps noir et la vitesse de la lumière, la constance de la vitesse de la lumière. Et puis finalement, et pourquoi elles étaient aussi si importantes, c'est qu'elles interrogeaient des points précis, des points dont on savait, pour lesquels on savait isoler la question théorique, la situation expérimentale, la contradiction entre la prédiction théorique et l'expérience, etc. Pourquoi j'ai donné l'exemple de l'énergie noire? C'est une appellation, c'est-à-dire le problème fondamental, c'est l'accélération de l'expansion cosmique.
c'est parce que je crois que d'un point de vue historique, on est presque dans une situation semblable. Peut-être qu'on a un cadre général qui explique assez correctement, même la structuration de l'univers d'un dixième de la taille d'une galaxie jusqu'à la taille de l'univers environ, ou comme l'a dit Aurélien, d'une fraction de seconde proche d'une éventuelle singularité jusqu'à aujourd'hui, avec différentes étapes, etc. Mais que, et on a des équations bien posées pour l'ensemble de tout ce qui se passe durant ces larges périodes temporelles et spatiales, et qu'on a une équation qui est interrogée par, non pas une expérience dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut se méfier, mais par une observation, une équation bien précise, liée directement au principe fondamental qui fonde la relativité générale. Philippe y a fait référence, c'est le principe d'équivalence, c'est-à-dire l'universalité de la chute libre. Dans une théorie qui vérifie le principe d'équivalence, donc le principe d'équivalence dans ses formes dites fortes ou faibles, on pourrait y revenir. Donc, dans la relativité générale, je le répète, l'équation sans addition de la constante cosmologique, et je répondrai à la remarque qui a été faite sur la constante cosmologique dans un instant, on ne peut pas expliquer l'accélération de l'univers. Et donc on a une observation bien claire, bien déterminée, une équation bien claire, bien déterminée, reliée à des principes fondamentaux bien clairs, bien déterminés, et la seule façon, selon moi, si l'épisode, si on peut dire historique, se répète, mais est-ce que l'histoire se répète, je ne sais pas, c'est que le cadre général dans lequel tout ceci est établi, à savoir fondamentalement le principe à partir duquel la relativité générale est établie, doit fort probablement être remis en cause, évidemment, dans des contextes limites, dans des contextes extrêmes, mais que dans les cas les plus généraux, dans lesquels la relativité générale a été bien vérifiée, elle continuera à être une bonne, et même une très bonne et une remarquable, évidemment, théorie physique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important. Et ce que je crois être aussi important vis-à-vis de cette question, c'est le questionnement qu'elle fait émerger, qui interroge à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit. Pourquoi? On a dit, dans la relativité générale, on pourrait résoudre ce problème simplement en introduisant la constante cosmologique. Mais c'est là que se pose aussi la question. On pourrait se donner un défi, c'est-à-dire se dire que nous ne sortons pas de cette salle, tous, si nous n'avons pas répondu à la question, est-ce que l'accélération cosmique de l'univers doit être résolue par un substrat avec des propriétés mystérieuses, ou doit être résolue de façon législative par une modification des lois de la gravité. Alors je ne dis pas qu'on doit répondre comment, mais en tout cas avancer soit dans l'une, soit dans l'autre solution. Et je crois qu'une façon de pouvoir éventuellement répondre à ce défi, c'est aussi de se poser la question de notre compréhension cohérente de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Et là se pose la question de la constante cosmologique. Alors, et là se pose effectivement cette question en se disant que ça ne peut pas simplement être une solution de ce type. Parce que même si ça devait l'être, comprendre la valeur de cette constante cosmologique interrogerait notre compréhension de l'infiniment petit, et on pourrait revenir, et on verra alors qu'on a de gros problèmes. Donc, c'est pour ça que pour moi, et aussi parce que c'est une démarche qui apparaît assez commune et nécessaire dans la physique des hautes énergies, donc dans la physique de l'infiniment petit, le choix d'introduire des degrés de liberté supplémentaires. Dans ce cas-là, on parlerait de champ scalaire, c'est-à-dire que la gravité, l'espace-temps n'est pas simplement décrit par les distances, mais décrite aussi par des propriétés locales, si on veut le dire comme ça pour le dire un peu simplement, locales de l'espace-temps, qui serait telle que la matière, dans cet espace-temps, ressentirait l'espace-temps de façon différente, suivant là où elle se trouve, même si la courbure locale, donc ce qui définirait essentiellement les distances, serait la même. Cette description-là doit aussi probablement intervenir à plus grande échelle et à l'échelle de l'infiniment grand. Et donc, imaginez qu'à la relativité générale, à la description de la relativité générale, doit s'ajouter des degrés de liberté supplémentaires qu'on envisage à l'infiniment petit, qui sont de nature fort probablement différente, mais qu'il va falloir un peu rendre cohérent, disons, et donc d'aller plutôt dans une direction de modification des lois de la gravité, une solution de type législatif. Donc si moi, pour initier le débat, j'ai une question à poser à mes amis, c'est la question suivante. Posons-nous ce défi, ne sortons pas de cette salle sans se dire si l'accélération cosmique, et donc, comme je l'ai dit, que l'on ferme les portes immédiatement. La nature de la gravité
et donc le problème de la singularité, et donc le problème de la matière noire, et donc à peu près tous les problèmes qu'on a abordés jusqu'à présent, seraient résolus plutôt par l'ajout de substrats supplémentaires aux propriétés microscopiques qu'il faudrait découvrir, ou par des modifications des lois de l'infiniment grand, tout en tenant compte, comme certains indices nous amènent à le faire, à toujours tenter d'être cohérent dans notre description de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. La parole à Philippe Braque. Donc je vais essayer d'illustrer ce que Jean-Michel et Aurélien viennent de mentionner pour le problème de ce qu'on appelle le problème de la constante cosmologique. Et j'essaierai de mentionner comment est-ce qu'on peut voir un changement peut-être dans le futur de paradigme en physique concernant que la constante cosmologique viendrait nous indiquer qu'il serait bienvenu que ce changement apparaisse dans les années qui viennent. Donc, en 1917, Einstein avait écrit déjà la relativité générale en 1915 avec l'aide de Hilbert. Et il s'est aperçu que dans les équations de la relativité générale, un terme supplémentaire pouvait être inclus. Ce terme pouvait être là ou non. Il se trouve que Einstein l'avait mis dans ses équations parce que Einstein avait une vision quasi aristotélicienne de l'univers. Il voulait que l'univers soit statique et sphérique. Et que pour obtenir des solutions aux équations d'Einstein qui sont statiques et sphériques, il faut rajouter une constante cosmologique. Dans les années 20, avec Friedman et les successeurs comme Hubble et Lemaitre, on s'est aperçu que l'univers s'étendait et que donc la constante cosmologique n'avait plus de raison d'être. C'est beaucoup plus récemment que les physiciens des particules se sont aperçus que la constante cosmologique avait un rapport avec ce qui se passe dans l'infiniment petit. Il a fallu attendre les années 70, et Zeldovich, qui est un physicien russe, qui s'est aperçu qu'en fait une composante intrinsèque de la constante cosmologique, c'est ce qu'on appelle l'énergie du vide. Donc le vide qui nous entoure en mécanique quantique n'est pas vide. Il y a des fluctuations quantiques, et ces fluctuations quantiques... Donc le vide n'est pas vide, c'est ça? Mais le vide, c'est pourtant ce qu'il y a quand on enlève tout? Non, pas en physique quantique, justement. Parce qu'il y a des fluctuations intrinsèques du vide, et que ces fluctuations intrinsèques du vide ont été remarquées et même vérifiées expérimentalement dans les années 40. C'est ce qui s'appelle l'effet Casimir. Par exemple, si vous prenez deux métaux parallèles, et que vous mesurez la force d'interaction entre ces deux métaux, vous avez une attraction qui est le résultat des fluctuations du vide, du champ électromagnétique, des photons qui sont entre les deux métaux. Donc pour revenir à ça, le vide n'est pas forcément vide, et la physique des particules a quelque chose à dire sur la constante cosmologique. Donc une des contributions à la constante cosmologique vient de la physique des particules des hautes énergies et de ces fluctuations quantiques. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on peut calculer, et c'est ce qu'un physicien théoricien comme moi pourrait se poser la question, si ça n'avait pas été fait déjà dès les années 20 par Pauli, on peut se poser la question, quelle va être la valeur de la constante cosmologique, tenant compte de toutes les théories de physique des particules que l'on connaît? Est-ce que ça va pouvoir être à peu près égal à ce que l'on a mesuré en 1998 et qui génère l'accélération de l'univers? Il se trouve que ce calcul, qui est un calcul difficile, donne un résultat complètement faux. Donc par des... Oui, je m'exprime mal. Contradictoire avec l'expérience. Donc le calcul nous donne à peu près, ça dépend de la façon dont on fait le calcul, mais 60 ordres de grandeur de différence entre la valeur calculée dans le cadre de la physique des particules qui s'appelle le modèle standard et la valeur mesurée par les différentes observations faites depuis 1998. Donc il y a une des deux théories qui est fausse. Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Et je vais simplement pour finir, je finirai sur une observation qui a été faite par Weinberg, donc prix Nobel théoricien des champs, physique des particules, et prix Nobel pour le modèle standard de physique des particules, qui s'est posé dans les années 80 si la constante cosmologique existe et qu'elle a peut-être un rapport avec la physique des particules, qu'est-ce qui est admissible pour faire des observations. Et pour faire des observations, la seule chose que vous pouvez demander grossièrement, c'est que grosso modo les galaxies, le système solaire existent. Il se trouve que si vous mettez des constantes cosmologiques dans les modèles de la relativité générale qui sont beaucoup trop grandes, et donc qui seraient compatibles avec les calculs venant de la physique des particules, les galaxies n'auraient pas eu le temps de se former, en fait.
Donc il n'y aurait pas eu de tout ce qui s'ensuit, donc la vie, le système solaire et compagnie. Donc je pense que j'abonde là dans le sens que Aurélien mentionnait tout à l'heure. On peut avoir une autre vision de ces problèmes en imposant des questions différentes de celles que les physiciens abordent en général. Donc là, la question, c'était qu'est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour faire des observations? Est-ce que la constante cosmologique qui serait calculée dans des particules est compatible avec ces observations? Il se trouve que non, mais il se trouve que la constante cosmologique qui est mesurée par les expériences depuis 1998 est à peu près 500 fois plus faible que celle qui avait été prédite comme borne supérieure par Weinberg. Donc en fait, l'ordre de grandeur à 500 près, ce qui n'est pas si mal, avait été plus ou moins indiqué par ces calculs que d'aucuns appelleraient anthropiques de la constante cosmologique. Merci. Donc, c'est intéressant pour vous, j'espère, parce que vous allez voir qu'on a quand même tous les trois une petite idée de ce qu'est la relativité générale, et pourtant, on n'est pas d'accord. En particulier, je comprends ce qu'il veut dire, hein, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel Halimi qui présente le problème de l'accélération de l'univers en disant essentiellement soit il y a un nouveau substrat, soit il faut modifier la gravité. Bien qu'on sache tous les deux, je pense, de façon assez correcte ce qu'est la théorie d'Einstein, moi je dirais qu'on peut expliquer l'accélération de l'univers sans substrat et sans modifier la gravité. J'y ai fait allusion. Oui, tu y as fait allusion après, c'est vrai. Et donc, vous voyez, non mais c'est intéressant, parce que là on ne va pas rentrer dans un débat de spécialistes qui n'intéresserait personne. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, pour les non-spécialistes, c'est de voir que la définition de ce qui est le cœur d'une théorie n'est pas quelque chose de si évident que cela. Par exemple, Philippe a mentionné l'introduction par Einstein de ce fameux terme dont on parle depuis tout à l'heure, qui permet de rendre compte de l'accélération cosmologique et qu'on appelle constante cosmologique. Einstein ensuite l'a retiré en disant que c'était la plus grosse bourde de sa vie. Cette phrase a été entendue par les physiciens comme une sorte d'aveu de l'absurdité de ce terme. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce qu'Einstein trouvait stupide dans son analyse, ce n'est pas du tout d'avoir mis une constante cosmologique, dont on sait aujourd'hui, de façon, je pense, non ambiguë mathématiquement, qu'elle fait partie des équations de la relativité les plus générales qu'on peut écrire, c'est ce qu'on appelle le théorème de Lovelock. Elle est naturelle. Il n'y a que deux termes qu'on peut mettre en face d'un certain terme qui décrit le contenu, et l'un de ces deux termes est la constante cosmologique. Donc sa présence, me semble-t-il, est parfaitement naturelle. Ce qu'Einstein identifiait comme une erreur était de croire qu'il pouvait trouver une solution statique avec ce terme. Parce que ça, en fait, c'est impossible parce que c'est instable, et il ne l'avait pas vu. Mais l'existence même de ce terme n'est pas en soi une erreur, au contraire, il est presque mathématiquement nécessaire, en tout cas naturel. Donc c'est intéressant parce que Philippe ensuite a associé ça à l'énergie du vide, ce qui n'est pas évident, parce que ça c'est déjà, je trouve, un point de vue de théoricien des champs, mais du point de vue purement de la relativité générale, on peut très bien voir ce terme comme une propriété intrinsèque de l'espace-temps. Auquel cas c'est une constante fondamentale, et auquel cas ce n'est pas très étonnant de mesurer une certaine valeur qui est celle qu'on observe. Alors je suis tout à fait d'accord en fait. Mais juste pour ça marche ou pas? Attends, tu me laisses encore 2-3 minutes et je vous laisse me régler mon compte. Alors ensuite, c'est très intéressant parce que Jean-Michel a, je trouve, très subtilement introduit le problème législatif, donc relatif aux lois. Mais en même temps, cette distinction, je trouve, est un peu brouillée aujourd'hui. Parce qu'en physique des particules élémentaires, on a compris quelque chose d'essentiel qu'on appelle la brisure spontanée de symétrie. Alors pour faire simple, prenez un feutre qui est, comme vous le voyez, absolument invariant quand je le tourne autour de son axe. Je peux le tourner comme ça ne change absolument rien. Maintenant, il est soumis à la gravité, qui est aussi symétrique par rotation, et à la réaction de la table, qui est aussi symétrique par rotation. Donc tout est symétrique. Mais si je le lâche, il tombe. Il tombe et il pointe vers toi. Voilà. Maintenant, ce n'est plus symétrique. Il y a une seule direction qui a émergé. Autrement dit, un état symétrique a spontanément évolué vers un état asymétrique. Revisité à l'aune de cette brisure de symétrie, dont on sait qu'elle joue un rôle fondamental aujourd'hui en physique des particules, ce qui semble se dessiner, c'est l'idée selon laquelle les lois de la physique, au moins ce qu'on appellerait les lois effectives, les lois émergentes, celles qui régissent notre quotidien, ont en quelque sorte une histoire, qu'elles sont contingentes, ce qui signifie en philosophie qu'elles auraient pu être autres. Donc la distinction même entre loi et phénomène est évidente dans certains cas,
mais peu quand on s'intéresse aux lois fondamentales et aux très hautes énergies, aux instants très primitifs dans l'évolution cosmologique, tendent aujourd'hui à être en partie brouillés. Donc c'est aussi quelque chose, vous voyez, qu'il faut interroger. Tout ça pour vous montrer en quelques phrases que la question de ce qu'est fondamentalement une théorie, de ce qui pose problème, est en partie objective, quand un calcul, comme l'a mentionné Philippe, ne correspond pas aux observations, et en partie subjective quant à ce qu'on croit être le noyau constitutif, le cœur dur conceptuel de cette théorie. Et je termine en ouvrant le débat, puisque le temps passe, sur ce qui me semble être le point quand même essentiel, à savoir effectivement celui de l'instant originel et donc de la gravitation quantique. Donc je vais peut-être laisser mes collègues donner leur avis là-dessus. Il y a aujourd'hui deux théories majeures, enfin un peu plus. D'une part la théorie des cordes, on la décrira en quelques mots, d'autre part la gravité à boucle, et je crois que c'est intéressant parce que là encore, vous allez voir toute l'importance que jouent nos présupposés, nos croyances finalement, dans la construction de ce qui va compléter les théories déjà bien comprises. Je voudrais en fait préciser un point qui me semblait avoir été clairement énoncé, mais ça n'a pas dû être le cas pour justement répondre à Aurélien. J'ai parlé d'une option législative ou d'une option, disons, constitutive de l'univers pour expliquer l'accélération de l'univers, mais j'ai bien signalé à plusieurs occasions que ce qui était en cause dans ces options possibles, c'était les principes fondamentaux. Pour moi, la question se pose d'un point de vue théorique, non pas quand elle se pose en termes de loi, même s'il faudrait discuter cette option que vient de discuter Aurélien sur la contingence des lois avec le réel, et elles auraient pu être autres. Il y avait sûrement des allusions à différentes choses dans cette phrase, il faudrait le préciser. Mais bon, mais évidemment, je ne pense pas que le bout du chemin, c'est la loi. Ou le début du chemin, c'est la loi. Le début du chemin, c'est le principe qui fonde cette loi. C'est le principe fondamental duquel on va déduire cette loi. Et ce qui est si important dans le problème de l'accélération, tout comme d'ailleurs dans le problème de la singularité, et l'accélération c'est une opportunité pour poser cette question, c'est qu'elle interroge évidemment les lois, c'est qu'une solution que l'on énoncerait se formulerait en termes donc éventuellement d'une nouvelle loi, etc., mais que fondamentalement ce qui est posé c'est le principe. Pourquoi la relativité générale, n'oublions pas que nous sommes là pour fêter le centenaire de la relativité générale, est si fondamentale, c'est parce qu'elle donne sens à des principes pour lesquels on ne savait pas donner de sens, à savoir l'universalité de la chute libre. C'est parce qu'elle donne un sens à ce principe fondamental qu'on appelle le principe d'équivalence, qui à partir simplement de ce fait, c'est-à-dire le fait que ce stylo tombe de la même façon si nous étions dans le vide que cette bouteille, que l'on construit la relativité générale, et donc, dans ce cadre, pour te rejoindre, presque pour te faire plaisir, pour discuter le problème de la singularité, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a, avec des hypothèses de symétrie raisonnables sur l'objet qui nous intéresse, à savoir l'univers, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a une singularité, il y a ce qu'on pourrait l'appeler un Big Bang, et ce qu'on pourrait considérer être comme un instant zéro. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Et c'est comme ça, en tant que scientifique, qu'il faudrait, fort probablement, se poser la question. C'est-à-dire, dans quel cadre théorique je me situe, c'est-à-dire, quels sont mes principes, ça n'exclut pas, ça n'interdit pas, bien évidemment, de se questionner sur ces principes. Mais n'allons pas trop vite, ne discutons pas des conséquences de ces principes, des lois, des corrections à ces lois, de l'incohérence de lois entre elles, sans se poser la question si je n'ai pas déjà changé de principe ou si je suis toujours dans la même théorie. Plaçons-nous dans une théorie, c'est-à-dire dans un énoncé résultant de principes fondamentaux. Dans le cas de la relativité générale, j'insiste, il s'agit du principe d'équivalence, l'universalité de la chute libre, avec des symétries raisonnable pour l'univers, on est alors conduit à une singularité. Si je m'écarte de ce cadre théorique-là, effectivement, je peux exclure la singularité. Mais il faut savoir ce que je fais. Est-ce qu'on parle de l'univers ou est-ce qu'on parle de l'univers dans une théorie donnée? Alors, avant de parler de la singularité initiale et peut-être de la théorie des cordes et de ses concurrents, je voudrais revenir sur ce que Aurélien a mentionné sur l'énergie du vide et son lien avec la physique des particules et peut-être la possibilité
d'avoir une constante simplement qui soit présente en relativité générale sans aucun lien possible avec la physique des particules. C'est évidemment ce que les théoriciens des champs et les physiciens des particules envisagent en permanence. C'est-à-dire qu'il y aurait deux origines et que la seule chose qui est observable, c'est la combinaison des deux origines. Et le problème qui est posé à la physique des particules, c'est le fait qu'il faut ajuster de façon fine la valeur observable par rapport à ce que la contribution de physique des particules serait dans les calculs du modèle standard. Et pour revenir sur l'autre point que Aurélien a mentionné, sur peut-être qu'il existe un ensemble, un mathématicien dirait qu'il existe un ensemble possible de théories, et peut-être que l'observation va nous donner quelle est la théorie que l'univers ou autre chose a choisi pour décrire les phénomènes que l'on observe. Je vais revenir à l'origine de la gravitation. Donc quand Hooke et Newton se posaient la question pour savoir quelle est la force qui fait que le système solaire, on a des orbites elliptiques ou circulaires, Hooke s'est posé la bonne question. Quel est le type de force centrale, donc des forces qui dépendent uniquement de la distance, puis permet d'avoir un mouvement qui n'est pas sous forme de spirale. Parce que dans le système solaire, les observations que les gens avaient à l'époque, c'était que le système solaire, les orbites se répètent à une très très grande précision, donc le fait que les orbites ne soient pas des spirales et qu'on ne tende pas à l'infini vers le Soleil. Et Hooke a répondu et a donné la réponse. Il existe deux lois de force qui permettent ceci. Une force qui est la force, celle d'un ressort, qui est proportionnelle à la distance au carré, ou la loi de Newton en 1 sur R carré. Et il se trouve que la nature a choisi que la force est en 1 sur R2. Et non pas comme les deux possibilités qu'avait énoncé Hooke, qui serait la possibilité en R2 et en 1 sur R2. Donc ça, c'est un exemple où a priori, on avait envisagé un ensemble de différentes lois qui pourraient engendrer la physique observable, et les faits expérimentaux ont conclu à la loi 1 sur R2. Oui, il faudrait qu'on avance un petit peu parce que le temps passe. Vous avez parlé de théorie des cordes, gravitation quantique à boucle. Je crois que ça serait bien d'expliquer au public un peu les différences et pourquoi ces deux théories existent, et il y en a une qui va peut-être prévaloir sur l'autre. Je commence ou vous avez Bon, je commence. Mais alors, bon, je reviens vraiment 10 secondes sur ce qui vient d'être dit, et promis, j'avance. Mais quand même, Jean-Michel, tu me répondras après, mais je suis parfaitement d'accord avec toi sur l'importance de mettre en exergue le principe fondamental. Mais tu me répondras ensuite, mais es-tu d'accord que les équations d'Einstein avec constante cosmologique qui permettent de rendre compte de l'accélération de l'univers sont bien invariantes par diffeomorphisme, c'est-à-dire vérifient bien la symétrie fondamentale, et que donc on peut bien conserver le principe fondamental et expliquer l'accélération sans nouvelle physique. Mais je l'ai dit, la cosmologie se construit à l'intérieur de la relativité générale, mais la cosmologie n'est pas seulement la relativité générale. D'accord, oui, bien sûr. Il y a d'autres aspects qui peuvent questionner l'introduction oui, bien sûr, cosmologique. D'accord, très bien. Bon. L'autre problème qu'on peut aborder dans cette dernière partie du débat. Effectivement, nos deux grandes théories fondamentales, la physique quantique, en une phrase, la physique quantique, ou en quelques phrases, elle nous apprend quoi? Qu'à petite échelle, tout devient discret, discontinu, un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Qui nous apprend que les particules élémentaires sont comme des ubiquités, et qui nous apprend qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision stochastique ou aléatoire. Voilà le cœur dur de la mécanique quantique. Et donc d'autre part, la théorie d'Einstein, qui nous apprend que l'espace et le temps sont un objet physique, qu'ils se distordent et se distendent. Ces deux théories sont très difficiles à penser conjointement. Il y a des raisons techniques de renormalisation qu'on ne va sans doute pas évoquer maintenant, et des raisons plus intuitives, par exemple le rôle du temps. En mécanique quantique, de façon constitutive, le temps est extérieur. Quand on quantifie une théorie, le temps reste le temps usuel. On ne le remplace pas par un opérateur, à la différence de l'espace. En revanche, en relativité générale, le temps et l'espace, fondamentalement, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence. Je peux pratiquement changer temps et espace, ou définir temps et espace, suivant à ma guise, à loisir. Donc on sent bien que déjà au niveau conceptuel, ces deux théories sont un peu incompatibles l'une avec l'autre.
Alors, moi, je ne suis pas fasciné par le mythe de l'unité. Et je crois que notre grande culture s'est construite autour du fantasme d'unité. On le voit sans doute avec les religions monothéistes, on le voit avec la philosophie platonicienne, hein, convergence des essences dans la dialectique ascendante de Diotime, où le bon, le vrai, le beau finissent par être la même chose. Et nous nous sommes construits autour de cette idée. Peut-être faut-il la déconstruire. Moi, l'unité ne me semble pas être nécessairement un de ces principes irrévocables. On pourrait imaginer que différentes situations physiques appellent, après tout, différentes théories. Le problème est plus grave que ça. C'est celui de la cohérence. C'est que dans certains cas, par exemple l'origine de l'univers, par exemple le centre des trous noirs, on a toutes les raisons de penser qu'il faut utiliser ces deux théories en même temps. Et si on les utilise en même temps, alors là, l'incompatibilité devient un problème absolument essentiel, un problème mathématique, et non pas simplement une sorte d'insatisfaction esthétique. D'accord ? Alors que faire ? Donc peut-être Philippe, qui connaît beaucoup mieux que moi, expliquera en quelques mots la théorie des cordes, qui suppose que les entités fondamentales ne sont plus ponctuelles comme dans la physique standard, mais sont plutôt des petites élastiques en vibration, donc à l'instar d'une corde de violon, hein, qui suivant la position des doigts sur le manche peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. Ces petites cordes fondamentales, en vibrant différemment, pourraient générer ce qu'on croit être, à tort, les particules élémentaires. Et cette théorie a la magnifique conséquence de pouvoir rendre compte des effets gravitationnels et des effets quantiques, mais moyennant l'introduction d'hypothèses très lourdes, comme l'existence de dimensions invisibles. A contrario, la théorie de la gravitation quantique à boucle, que je connais mieux dans mon travail, est une approche qui est moins ambitieuse. Ce n'est pas une théorie du tout, elle n'explique pas le modèle standard de la physique des particules, mais elle tente précisément de suivre la prescription que Jean-Michel évoquait, à savoir essayer autant que faire se peut de ne pas s'éloigner des principes de base. Donc le principe de base de la relativité, cette symétrie fondamentale, et le principe de base de la mécanique quantique, disons, ces relations de commutation fondamentale. Et émerge une possibilité, ce qui ne prouve absolument pas qu'elle est vraie, bien sûr, mais émerge une possibilité, dans une réécriture complexe de la théorie d'Einstein, de concilier ces deux théories, et les calculs montrent qu'émerge alors une sorte d'espace-temps qui est lui-même granulaire, et la conséquence la plus visible, je dirais, ou la plus parlante pour notre imaginaire commun, c'est qu'en effet, le Big Bang est alors régularisé, autrement dit, il n'existe plus en tant que singularité, se trouve remplacé par un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Il y aurait par conséquent, dans ce modèle, je le répète, spéculatif, et non corroboré par l'expérience à ce jour, eu une phase de contraction de l'univers qui aurait précédé l'éventuelle phase, enfin non pas l'éventuelle, mais la certaine phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Justement là-dessus, peut-être, je peux te poser une question. Est-ce que cette démarche qui finalement, probablement pas, supprime un Big Bang pour le remplacer par un Big Bounce, et donc, comme tu viens de le dire, une phase de contraction, mais une phase infinie dans le temps de contraction, qui doit nécessairement conduire sur un rebond qui n'est pas n'importe lequel, qui est celui qui va donner l'univers sur lequel on est capable de faire des expériences et des observations, d'accord, n'est pas un schéma descriptif d'un univers, d'un univers beaucoup plus anthropique encore que de supposer l'existence d'un Big Bang particulier, spécifique à notre univers. Philippe, où en est la théorie des cordes alors? Elle est dépassée par la gravitation. D'accord. Je fais une réponse extrêmement brève pour te laisser commenter. Non, je ne pense pas. Voilà, ça c'est la réponse vraiment très brève. Un tout petit peu moins brève. D'abord, je ne crois pas qu'il faille avoir peur, comme de la peste, des raisonnements anthropiques. Anthropique avec un A, pas avec un E, c'est-à-dire anthropos, lié à l'homme. Parce qu'il y a un biais de sélection dû à notre présence qui n'a rien ni de théologique ni de téléologique. Donc ça, moi, ça ne me gêne pas dans un raisonnement scientifique. Et ensuite, je ne crois pas que c'est le cas parce que d'un point de vue presque métaphysique, puisque tu déplaces un peu le raisonnement de ce côté, je pense que le passage du non-être à l'être, c'est-à-dire l'émergence ex nihilo de l'univers, est beaucoup plus compliqué à penser, et mathématiquement, c'est certain, beaucoup plus compliqué à écrire, qu'un étant existant de toute éternité, d'autant plus qu'on se rend compte que l'existence d'une phase d'inflation et donc l'émergence d'un univers comme le nôtre semble être une caractéristique assez générique du modèle. Donc mon impression est négative, mais bien sûr on pourra en discuter davantage. Alors je vais rebondir sur la théorie des cordes. Donc la théorie des cordes, en fait,
on doit la comprendre plus comme la mécanique quantique, c'est-à-dire un cadre conceptuel pour envisager la physique, plutôt qu'une succession de modèles qui vont répondre à des questions bien précises. On n'en est pas encore à une capacité technique, mathématique, de répondre à des questions comme le Big Bang, par exemple, en théorie des cordes. C'est dommage, mais la théorie des cordes est une théorie en construction, et donc on n'a pas de réponse précise à donner sur ces phénomènes en théorie des cordes. Alors qu'est-ce qu'envisage la théorie des cordes? Il se trouve que les problèmes qui ont été mentionnés, comme ceux de singularité, de divergence, ces problèmes qui ont lieu en physique des particules, en théorie des champs, parce que les particules sont des particules ponctuelles. Donc à la fin des années 60 et dans les années 70, ils ont imaginé que les particules ponctuelles seraient remplacées par des petits halos, des petites cordes. Et on peut imaginer donc que la collision de deux petites cordes soit beaucoup plus souple que la collision de deux points, c'est beaucoup moins singulier. Ce qui a été découvert assez vite, c'est que la gravité aussi appartient au domaine de la théorie des cordes, parce que les petites cordes peuvent vibrer, et ces vibrations en fait, des petites cordes sont équivalentes à engendrer des ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles engendrent la gravité elle-même. Mais ce n'est pas la relativité générale. Alors c'est la version linéarisée de la relativité générale, oui. C'est même une relativité générale avec un degré de liberté supplémentaire auquel je faisais référence tout à l'heure. Tout à fait, exactement. C'est important. C'est important. Non, c'est pas strictement la relativité générale, il y a des degrés de liberté en plus. La théorie des cordes introduit en fait techniquement une infinité de degrés de liberté. Donc ça laisse beaucoup de place. Et, alors comment est-ce qu'on pourrait... Les gens très optimistes en théorie des... Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, il ne serait pas correct simplement de dire que de la relativité générale, de la théorie des cordes, on est capable de déduire sous certaines conditions d'énergie la relativité générale. Ça, c'est pas correct. Stricto sensu, c'est vrai, oui. Parce qu'en fait, il faut... C'est vrai que c'est pas correct. Oui. Non, mais... Bon, je vois qu'il y a du pugilat dans l'air. Non, pas du tout. Mais, la théorie des cordes prédit une infinité d'objets, et une des façons que les gens espéraient il y a 10, 20 ans et encore maintenant voir cette infinité d'objets serait par exemple de voir ce qu'on appelle les tours de Kaluza-Klein dans les accélérateurs, c'est-à-dire d'avoir une particule de masse M1 et la particule de masse 2M1, 3M1, 4M1, et ça serait la signature du fait qu'on a des dimensions supplémentaires, parce que aussi la théorie des cordes ne vit pas à 4 dimensions. Elle vit soit à 10 dimensions, soit à 26 dimensions. Et ça pose des questionnements. Mais quelle est la théorie en fait la plus en faveur en ce moment avec les physiciens? C'est les cordes ou c'est la gravitation à boucle? Ou est-ce qu'on ne peut pas... Non, mais justement, je crois que c'est important de dire que d'abord... les deux ne peuvent pas être valides, si. Oui, mais comme on ne sait pas encore vraiment ce qu'il faudra choisir, je crois que c'est utile que chacun s'investisse là où il prend aussi du plaisir, là où il pense donner du sens au monde physique. Donc qu'il y a des gens qui travaillent sur la théorie des cordes, des gens qui travaillent sur la gravité quantique, et des gens qui travaillent ailleurs, mais dont les contributions, et notamment la cosmologie, me paraissent essentielles dans la compréhension profonde de la nature de la gravitation. Par exemple, par les tests, avec de grosses guillemets expérimentales, de degrés supplémentaires de liberté à la gravité, parce que dans tous les cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces options possibles, et par exemple la théorie des cordes, elles ne pourront donner la relativité générale, elles donneront une version étendue de la relativité générale, à savoir, pour la spécifier un peu plus, une version d'une relativité générale avec un aspect supplémentaire qu'on pourrait réduire de façon approximative, simplement au fait de constater que la constante de gravitation, qui définit l'amplitude des effets d'interaction gravitationnelle, la constante de Newton, ne serait plus constante d'un point à l'autre de l'espace. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure rapidement, c'est-à-dire que la matière, dans la relativité générale, elle ressent uniquement là où, lorsqu'elle se trouve en un point de l'espace-temps, la courbure de cet espace-temps. Dans une théorie de la gravité, avec des degrés, on qualifie de scalaires supplémentaires, pour décrire l'espace-temps, elle ressent la courbure de l'espace-temps, là où elle se trouve, mais elle ressent aussi un effet spécifique au point où elle se trouve, qui serait la valeur de la constante de gravitation en ce point. D'accord ? Cette théorie, donc avec
un aspect métrique et un aspect scalaire, et ce qu'on appelle une théorie scalaire, tenseur de la gravitation, peut aussi permettre de décrire justement, d'un point de vue phénoménologique, les effets de dimensions supplémentaires. Parce que ce degré supplémentaire de liberté que représente ce champ scalaire, donc cette variation de la constante de gravitation en tout point de l'espace-temps, possiblement, pourrait être l'effet moyen, si l'on peut dire, de dimensions supplémentaires. Donc c'est pour ça que je crois que c'est aussi important de bien comprendre, peut-être simplement d'un point de vue presque sociologique de la recherche, que toutes ces approches sont importantes, de ne pas limiter le problème de la quête d'un Graal, on pourrait l'appeler comme ça, d'une unification de la gravité avec la mécanique quantique, mais de penser que la recherche passe par des chemins quelquefois tortueux, jusqu'à trouver celui qui nous fera sortir du buisson, pardon, peut-être, mais ça je pense à d'autres débats, là. Qui nous fera sortir de la forêt, disons, pour y trouver le bon chemin, et ces approches de nature cosmologique, des approches de nature purement physique des particules, sont tout aussi importantes pour progresser là-dedans. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre. Toutes ces méthodes aujourd'hui sont utiles et nécessaires. Et on pense aboutir dans 10 ans, 20 ans, ou on n'a pas d'idée? On n'a pas de qui est le on. Bah, nous. Bah, les physiciens, peut-être. Est-ce que les physiciens ont un but au moins temporel? Il y a un précepte que j'aime bien, qui dépasse vraiment la physique, qui est cité par un mystique, qui dit ce n'est pas le monde qui est le lieu de la question, c'est la question qui est le lieu du monde. Donc tant qu'on continuera à se poser des questions, ça sera bien. D'accord. Bon, il nous reste encore une dizaine de minutes. On a parlé de rebond, de singularité. Je voudrais quand même qu'on aborde le thème multivers et qu'on en dise quelques mots, parce que ce n'est peut-être une notion qui n'est pas familière à tout le monde. Alors, qui se lance là-dedans? Merci. Donc multivers, c'est un néologisme pour référer à l'éventuelle existence d'univers multiples. Alors il faut être très prudent avec ces notions qui parfois laissent l'imagination courir au-delà de la raison. Au sens étymologique du terme, en latin, universus, c'est la totalité de ce qui existe. Donc l'idée même d'univers multiple est une contradiction dans le terme, et le débat est réglé. Si néanmoins on s'autorise aujourd'hui à réfléchir sur cette question, et je crois qu'on peut être négatif d'ailleurs, mais que la réflexion est intéressante parce qu'elle pousse les physiciens dans leur retranchement, c'est parce qu'on choisit en quelque sorte une définition atrophiée de l'univers. Non pas la totalité de ce qui existe, mais par exemple la totalité de ce qui peut être en contact causal avec nous, c'est-à-dire de ce qui peut avoir interagi sur notre état actuel, ou bien la bulle inflationnaire dans laquelle nous nous trouvons, ou bien encore l'un des univers parallèles d'une théorie quantique. Bref, peu importe le détail pour les quelques minutes qui nous restent, je dois juste préciser que le concept d'univers qui intervient dans l'idée d'univers multiple est évidemment réduit par rapport à son acception originelle, sans quoi le concept même serait dénué de sens. Alors, il se trouve que, aussi bien dans des théories bien établies, comme la relativité générale ou la mécanique quantique, que dans des théories plus exotiques, comme la théorie des cordes, l'idée d'univers multiple semble aujourd'hui apparaître dans le cadre de la cosmologie. Et j'ai pas le temps d'expliquer les détails. Ce que je voudrais juste faire remarquer, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas une idée stérile. On pourrait se dire, mais après tout, ces éventuels autres mondes, puisqu'on ne peut pas les visiter, c'est purement métaphysique, c'est une hypothèse ad hoc qui n'a aucune conséquence. Et c'est cette idée naïve que je voudrais tenter en une minute de déconstruire. Parce qu'en effet, si on évalue la naturalité, c'est-à-dire la capacité d'une théorie à rendre compte simplement du monde tel qu'il est, suivant qu'il existe un seul univers ou un chapelet d'univers, la prédiction va complètement changer. Si vous jouez une fois au loto, vous êtes presque sûr de perdre. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes tout à fait sûr de gagner. Donc le fait d'avoir un tirage... Oui, c'est vrai, statistiquement, vous perdez dans tous les cas. Ça dépend ce qui est bien avec les jeux de hasard. Et donc, cette image archétypale pour dire que si on tente, par exemple, de s'interroger sur la formidable adéquation des lois de la physique avec l'existence de phénomènes complexes, il peut être utile de raisonner non pas sur un univers, mais sur un lot d'univers,
parce qu'il y a alors un biais de sélection qui n'a absolument rien de mystique, de religieux ou de finaliste, hein, qui est simplement le fait que si vous êtes un poisson, vous vous demandez mais comment se fait-il qu'il n'y ait que de l'eau dans l'univers? Non, il n'y a pas que de l'eau dans l'univers, c'est parce que comme vous êtes un poisson, vous vivez dans l'eau, et votre environnement est biaisé par votre état. Rien de mystique là-dedans. Donc, comme nous sommes un système complexe, s'il existe une distribution d'univers avec des lois physiques différentes, évidemment, il y a un biais de sélection du simple fait que nous observons en tant que système complexe. Ça, c'est un principe, je crois, quel tout scientifique sera d'accord. Et donc, ce qui émerge aujourd'hui, c'est que vraisemblablement, notre capacité à corroborer ou infirmer une théorie est en quelque sorte indexée à sa prédiction ou non d'univers multiples qu'on peut difficilement écarter si celle-ci fait partie de la théorie et que la théorie est par ailleurs utilisée. Donc je vais laisser mes amis réagir. Disons que ce qui me semble intéressant dans cette situation, c'est certainement pas de dire « ça y est, je vous apprends ce soir qu'il y a une infinité d'univers ». J'en sais rien. Je crois simplement que c'est intéressant parce qu'on se rend compte en quelque sorte que la physique n'est peut-être pas immune par rapport à l'invisible. Et on parlait d'objets noirs, d'énergie noire, de matière noire. Alors là, c'est encore plus noir, parce que ces autres univers, on ne peut absolument pas les voir. Et néanmoins, je crois, mais peut-être mes collègues ne seront pas d'accord, qu'il change quelque chose. Ah bah, c'est génial. Mais je suis d'accord, par exemple, pour donner un exemple plus immédiat, plus intuitif, c'est sans aller, si je puis dire, chercher des univers avec lesquels nous n'aurions immédiatement, prudent sur les termes, de relations causales, il n'empêche qu'effectivement, ils peuvent fort probablement laisser une trace dans notre univers observable. Ça, j'en suis convaincu, et je vais donner un exemple dans un instant. Et même plus, j'ajouterais que, en réalité, quand on y réfléchit, toute la démarche scientifique se passe sur ce mode. C'est-à-dire que la démarche scientifique n'est pas de nous expliquer que les choses se passent comme cela. La démarche scientifique est de nous expliquer que tout se passe comme si c'était comme ça. Donc, effectivement, si on envisage des univers, des multivers, ou des univers parallèles, etc., on pourrait trouver des moyens de dire tout se passe comme s'il en existe, ou tout se passe comme s'il n'en existe pas, et demain nous serions plus convaincus qu'il en existe ou qu'il n'en existe pas si les moyens de formuler le tout se passe comme si penchaient d'un côté ou de l'autre. Et pour donner un exemple, par exemple, en cosmologie, c'est plein de choses à la fois. C'est la singularité, c'est la nature des composantes énergétiques, donc la matière noire, l'énergie noire, c'est l'infiniment petit, c'est la structuration de l'univers, par exemple. C'est les premiers instants de l'univers, et là, on a des représentants de toutes ces thématiques qui travaillent sur toutes ces thématiques. Et par exemple, l'inflation. Moi, je me souviens m'être amusé, vraiment, une fois à faire un calcul qui consistait simplement à supposer qu'il n'y avait pas eu une phase d'inflation dans l'univers, mais deux phases successives d'inflation. C'était motivé à l'époque parce qu'on avait observé des formes de fluctuations dans les perturbations de matière très spécifiques qui pouvaient laisser penser qu'il y avait eu plusieurs phases d'inflation, et de regarder jusqu'à quel point la présence de deux phases d'inflation pouvait laisser une trace dans les propriétés structurelles des objets cosmiques d'aujourd'hui. Et effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut voir des différences. Donc, je veux donner juste par cet exemple le fait qu'on n'a pas accès directement à ce qui se passe au moment de l'inflation. Peut-être demain par les ondes gravitationnelles, mais aujourd'hui en tout cas, on n'a clairement pas accès à la phase d'inflation. C'est des époques tellement reculées de laquelle il ne nous apparaît aucun photon, il ne nous parvient aucun photon, donc aucun médiateur d'information, mais pourtant on est capable d'aller sonder ces phases-là. Donc aller sonder des phases qui nous sont complètement en dehors, voire même de notre univers, par exemple, par l'impact, l'empreinte qu'elle pourrait avoir sur la structuration de notre univers, me paraît être tout à fait, non pas possible, mais en tout cas utile à se poser la question. Donc Jean-Michel donne des exemples qui... Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des traces, par exemple, de l'inflation, et l'inflation nous est cachée puisqu'elle est derrière le dernier instant où les photons ont émergé du Big Bang. Mais le physicien théoricien est aussi soumis à des contraintes qui sont des contraintes mathématiques. Je voudrais juste préciser que, par exemple, en théorie des cordes, on prédit qu'il existe peut-être
un très grand nombre, pour ceux qui connaissent les mathématiques, 10 à la puissance 500, ce qu'on appelle vide, c'est-à-dire univers différents qui seraient peuplés ou pas, en fait. Mais la situation mathématique de l'existence de ces solutions n'est pas complètement certaine. Donc à l'heure actuelle, il pourrait y avoir un grand nombre de ce qu'on appelle de vides, donc un multivers en théorie des cordes, ou pas. Et donc en physique théorique, un jour peut-être qu'on le saura, mais pour l'instant on ne le sait pas. Donc c'est le multivers, il est vraiment multiple dans ce cas-là. Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Maintenant, on va vous passer la parole. On remercie nos conférenciers. On va faire circuler le micro qui va fonctionner, j'espère. Alors, allez-y. Je lance le micro. Ah non, je ne vais pas le lancer. Faites passer le micro. Allez. Monsieur Ligny, quand vous avez... un prophète. Bon, bah, c'est derrière. Allez-y. Parlez bien dans le micro. Je suis un prophète. Vous avez parlé de variation de sensibilité, peut-être de la matière au spatio-temporel. Alors, est-ce que ce qu'on voit les premières traces de photons, là, le fond cosmologique, qui est une trace primitive d'un univers, comme ces choses-là ont voyagé et sont diluées dans de grandes distances et dans du temps, est-ce qu'on peut faire des interférences ou une interprétation de cette variation, de cette sensibilité? Si je comprends bien votre question, effectivement, l'image qui résulte des photons qui nous viennent de cette première image, l'instant où ils pouvaient circuler librement et donc nous parvenir, peut tout à fait être interprétée dans un cadre qu'on qualifiera ici de classique, qui est la relativité générale, pour estimer justement aussi la valeur possible d'une constante cosmologique contribuant au bilan énergétique de l'univers. Mais ils peuvent être aussi interprétés dans un cadre plus général de théorie de la gravitation, envisageant ces degrés de liberté supplémentaires, ce champ scalaire pour lequel la constante de la gravitation pourrait être dépendante de l'espace et du temps, qui peut par ailleurs être contraint par d'autres effets, etc. Et donc être interprété, effectivement, légèrement différemment. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ce que j'ai trouvé là, c'est autre chose. Par exemple, on a eu, il y a peu de temps, les résultats fabuleux en masse, déjà, en nombre, en volume, mais aussi en qualité de résultats, en profondeur des résultats, du satellite Planck, qui justement consistait à cartographier avec un haut niveau de précision, bien plus élevé que tout ce qui avait été fait précédemment, cette carte, et donc d'interpréter cette carte. Le message qu'ont souhaité les responsables de ce projet faire passer, et d'ailleurs c'était sous mes yeux là, c'était voilà, c'est repris ici. Planck révèle un univers presque parfait, au sens où Planck révélerait un univers décrit comme on l'imaginait, avec une constante cosmologique parfaite, avec une valeur bien particulière, etc. Et toute la communication, c'est pas négligeable la communication, même en sciences, a été faite sur ce mode. En réalité, quand vous regardez les papiers, pour être tout à fait honnête, il y a énormément de papiers qui ont été produits sur des aspects très variés du projet Planck. Moi, je me suis intéressé avec une relative profondeur, une assez bonne profondeur, à certains papiers, et notamment aux papiers concernant l'estimation des paramètres cosmologiques que permettaient les observations Planck et l'interprétation de Planck. Et donc, il y a le papier spécifiquement sur ces aspects-là, décrit en premier lieu, donc effectivement, un univers qui est supposé décrit par les paramètres seulement nécessaires, il y en a 6 dans ce cas-là, typiquement, d'un univers avec constante cosmologique. Bon, ok. Mais ensuite, il y a justement des parties qui s'appellent modèle à un paramètre d'extension. On envisage qu'il y ait au moins un autre paramètre, une sorte de variable supplémentaire, dont on ne connaît pas exactement la nature, plus ou moins le rôle, etc., et dont on va se dire, et si j'estimais aussi cette valeur? Et là, on se rend compte que ce paramètre supplémentaire, qui pourrait caractériser d'ailleurs la nature, dans ce cas-là, de l'énergie noire, donc d'un fluide effectif ou réel, pour expliquer l'accélération de l'univers, et bien ce paramètre-là n'est plus, le plus probable, n'est plus celui que l'on attend correspondant au cas de la constante cosmologique.
Donc moi, je n'ai jamais compris pourquoi Planck avait communiqué sur révèle un univers presque parfait. Parce que ces résultats, au contraire, ils ouvraient sur des problématiques bien plus intéressantes, qui étaient des univers avec cette formulation bien loin d'être parfaits, parce qu'ils donnaient naissance à des options supplémentaires, à des natures d'énergie noire supplémentaires, qui pouvaient conduire justement à des théories de la gravité différentes. Et donc, comme vous le disiez, l'analyse effectivement de ces photons sont des moyens de contraindre la théorie de la gravité en question. Madame a une question. Oui, Parlez bien dans le micro, merci. Bonsoir monsieur, vous m'entendez bien, ça va? Deux questions sur l'énergie noire. D'abord, est-ce que c'est une hypothèse qui intervient à titre quelconque dans l'estimation de la constante cosmologique dont vous parliez? Et d'autre part, est-ce que les physiciens se permettent un parallèle quelconque entre l'hypothèse de l'énergie noire et la théorie des champs, enfin de l'énergie des champs dont vous parliez à un moment? Alors oui, quand on fait des estimations de la quantité d'énergie noire, on suppose une nature bien précise du fluide qu'elle représente. Donc on a une façon de représenter mathématiquement ce qu'est l'énergie noire, et donc on a des hypothèses très précises, et donc il faut par exemple que l'équation d'état, on a une équation d'état qui est constante, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir un fluide qui varie dans l'espace et le temps par exemple. Donc ça c'est une des hypothèses qui revient à ce que Jean-Michel a mentionné, c'est-à-dire on pourrait avoir d'autres hypothèses qui viendraient de champs différents, qui feraient que la constante de Newton ou la constante de structure fine varie dans l'espace et le temps, et ça changerait un peu les estimations. Ouais, là il y a une question. Oui, bonjour. J'avais une petite question au niveau de la théorie des cordes. Au niveau de la théorie des cordes, vous dites qu'il y a peut-être à 10 puissance 500 solutions possibles. Est-ce qu'on a trouvé la solution qui correspondrait à notre univers actuel ou pas? C'est une question très méchante. Non. Il n'existe pas en théorie des cordes de solution qui redonnerait exactement le modèle standard à la relativité générale, pour les raisons que Jean-Michel mentionnait tout à l'heure. Donc on a toujours des ingrédients supplémentaires, des choses qui ne sont pas observées, c'est des tas de trucs en plus. Il y a une autre question là. Parlez fort, hein, Oui, alors, c'est un problème dont vous n'avez pas parlé, le graviton, parce qu'on a parlé d'ondes gravitationnelles, etc. Quelle est la place du graviton dans le modèle standard, d'une part, et puis dans la relativité générale, est-ce qu'on peut en parler? Ou est-ce que c'est un sujet qui est complètement... D'une certaine façon, pour être un petit peu provocateur, je dirais, au contraire, on n'a parlé que de ça presque, on n'a parlé que de graviton sans citer. En fait, le graviton, c'est la particule qu'on nomme ainsi pour expliquer, dans une description quantique des interactions physiques, l'interaction gravitationnelle. C'est-à-dire que en mécanique quantique, les interactions, les forces ne sont pas envisagées comme des interactions comme ça, mais comme des échanges de particules. L'interaction électromagnétique, par exemple, résulte de l'échange de photons. Les interactions nucléaires fortes ou faibles résultent de leurs propres particules qui spécifient l'interaction en question. L'interaction gravitationnelle entre deux corps résulterait de l'échange de gravitons. Mais dans une description formellement quantique de la gravité. Comme pour l'instant, comme on l'a dit, on n'a pas élaboré une description cohérente de la gravité sous forme quantique, on fait appel au graviton, mais c'est presque un abus de langage. Mais ce que je dirais quand même, c'est c'est l'occasion pour moi de rajouter un point, c'est que lorsqu'on parle de la matière noire, de l'énergie noire, on l'a dit, on rajoute souvent et on ne sait pas ce que c'est. Moi, je ne crois pas qu'on ne sache pas ce que c'est. Par exemple, quand on parle des métaux... Un scoop alors, c'est un scoop, Jean-Michel. Quand on parle des métaux, de la matière qui nous constitue, qui constitue les planètes, qui constitue les étoiles, ce qu'on appelle la matière baryonique, pourquoi pensons-nous qu'on sait ce que c'est mieux que savoir ce qu'est la matière noire ou l'énergie noire? Essentiellement parce que c'est le médiateur qui nous renseigne sur cette matière, qui est le photon, qui est la lumière, que nous comprenons et que nous connaissons dans le détail. Il y a plein d'expériences, on a vu des prix Nobel français il y a, je ne sais plus, 2-3 ans, à Roche, Koek-Leducci, encore quelques années précédentes, etc., qui sont des gens
qui étudie la lumière dans des conditions extrêmes, etc., qui étudie les photons. Donc sans aucune ambiguïté, notre connaissance de la lumière est bien au-delà de notre connaissance de ce médiateur qui serait en jeu dans le cas de la gravité, qui pourrait être, par exemple, le graviton ou toute autre chose. C'est ça qui est en cause. Donc c'est pour ça, encore, c'est une occasion de dire que ce n'est pas la matière noire et l'énergie noire qui sont en cause, c'est véritablement la nature de la gravitation qui est en cause. Si on connaissait aussi bien le médiateur de l'interaction électromagnétique, à savoir le photon, qu'on connaissait le médiateur de l'interaction gravitationnelle, on connaîtrait aussi bien la structure des composants, des objets faits de matière baryonique, qu'on connaîtrait la nature de la matière noire et de l'énergie noire. On a une question là. Oui, en fait j'aurais aimé savoir si vous espérez un jour pouvoir vérifier la théorie des cordes, étant donné les énergies qui seraient en jeu pour pouvoir la vérifier. Alors en fait, effectivement, la théorie des cordes, quand elle est définie mathématiquement de façon consistante à 10 dimensions, à une échelle. Et cette échelle, en général, une échelle d'énergie qui va être très très haute en général par rapport aux échelles qui sont expérimentalement accessibles. Donc on peut se demander est-ce qu'il est envisageable de tester la théorie des cordes et donc d'unifier les interactions de cette façon. Il y a un intermédiaire en théorie des cordes, c'est-à-dire que apparemment on ne vit pas dans 10 dimensions, on ne vit que dans 4. Et donc on est obligé de faire un saut intermédiaire, ce qu'on appelle une compactification, et passer de 10 à qui permettrait peut-être de ramener ces échelles d'énergie à des niveaux qui sont plus acceptables pour les tester expérimentalement. Ces niveaux acceptables seraient atteints d'ici combien de temps? Il faudrait quel genre de technologie pour pouvoir accéder à ces niveaux acceptables? Alors la nature du jeu est que, étant donné qu'on introduit des objets qui n'ont jamais été testés expérimentalement jusqu'à présent, on ne sait pas à quel niveau il faudrait se placer. Les gens les plus optimistes pourraient vous dire ça va être le prochain accélérateur, mais en fait on ne sait pas du tout où ces niveaux d'énergie pourraient se placer. On pourrait être très très malchanceux et que ce soit 10 fois l'énergie accessible aux accélérateurs, on ne verrait pas grand chose. Merci. Question là. Oui, bonsoir. Merci aux intervenants parce que quand on enseigne, c'est en lycée, et parce qu'on est victime aussi des programmes, je dis avec beaucoup de guillemets, nos élèves ont parfois une posture, une vision très dogmatique des sciences. Et le fait de vous voir interagir, c'est le cas de le dire, en dit long, je crois, pour nos élèves, indépendamment du fait qu'ils n'ont sans doute pas cerné une grande partie de ce qui a pu être échangé, mais en tous les cas, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est de voir à quel point le dynamisme propre à ces problématiques que vous avez soulevées vous anime les uns les autres. Donc une première question qui est dans le méthodologique. Vous êtes chacun sur des champs, des domaines bien spécifiques. Comment, et y a-t-il des moments où vous vous rencontrez, vous travaillez ensemble? Bien sûr, évidemment, des articles, mais comment se font les interactions? On a parfois l'impression, mais je le dis de très loin et très modestement, que parfois on est autour de sa propre chapelle sur de cohérence interne qu'on veut mener jusqu'au bout et on comprend bien pourquoi. Comment tout ça fonctionne entre nous? Ça, c'est la première question. La deuxième, parce que vous l'avez évoqué, et parce que ça ne peut que perturber nos élèves, modifier les lois de la gravitation, vous comprenez bien qu'à plus d'un titre, vous ne nous aidez pas complètement, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie, une modification des lois de la gravitation à grande échelle, et quels retours expérimentaux peut-on en avoir, ou pas, qui peuvent infirmer ou confirmer ce genre, par exemple, de propositions? Oui, mais merci de votre intervention. On commence le débat alors. Mais je suis un peu plus d'accord avec vous. Je pense que l'enseignement des sciences au lycée est essentiellement excellent, mais a une grande difficulté qui est celle que vous avez mentionnée, à savoir qu'on présente la science en général comme une succession de faits vrais, comme une succession de vérités. Ce qui est exactement l'inverse de la méthodologie scientifique qui est fondamentalement ancrée sur le doute permanent. C'est un contresens quand même assez fondamental. Parce que moi, les étudiants à l'université, en L1, L2, qui viennent donc de terminale, me disent souvent « Mais monsieur, est-ce que cette théorie est démontrée ?» Et alors, par provocation, je leur réponds toujours « Ah non, mais si vous voulez des démonstrations, faites de la théologie. » Parce que ce qui caractérise la pensée scientifique, c'est que, en sciences de la nature, dans toute la science, sauf peut-être les mathématiques, c'est que précisément une théorie n'est jamais prouvée. Donc, mais ça, c'est prouvé, monsieur. Mais non, si vous voulez des preuves, faites l'exégèse de la Bible. Là, le texte est bien clair, si vous le prenez comme définition de la vérité, tout va bien. Chez nous, bien sûr, on n'aura jamais fait la totalité des expériences que
peuvent mettre à l'épreuve une théorie, et en plus, il faudra faire chacune d'entre elles avec une précision infinie. Donc bien sûr, on n'aura jamais prouvé une théorie, et donc bien sûr, on est dans le doute permanent, c'est-à-dire dans la connaissance que chaque modèle sera très vraisemblablement un jour remplacé par un nouveau modèle. D'ailleurs, vous dites qu'on ne vous aide pas en modifiant la gravité, mais en fait, on n'a même pas besoin de modifier la gravité, parce que je suppose que vous leur enseignez la théorie de Newton, et donc une théorie dont on sait déjà depuis un siècle qu'elle est fausse. Et qu'elle est fausse, non seulement bien sûr dans ses approximations techniques, mais conceptuellement, ce qu'il faut bien voir, c'est que le passage de la théorie de Newton à la théorie d'Einstein, évidemment, au niveau des équations, si on s'intéresse au mouvement des planètes, c'est qu'une toute petite amélioration, vraiment infime. Mais au niveau des concepts, ça n'a absolument rien à voir, puisque Newton nous dit la Terre tourne autour de la Lune parce qu'une force l'attire dans ce sens. Einstein nous dit il n'y a aucune force. La Lune avance en ligne droite dans l'espace-temps courbé par la présence de la Terre. Donc c'est une révolution absolument totale. Et il y a fort à parier que la vision d'Einstein sera un jour ou l'autre remplacée par une nouvelle révolution qui sera techniquement une petite amélioration pour décrire le mouvement des planètes, mais qui sera conceptuellement une révolution totale. Alors, pour revenir à votre deuxième question, oui, il faut se spécialiser, et donc nécessairement chacun d'entre nous prêche un peu pour sa chapelle, mais c'est un prêche raisonnable. C'est-à-dire qu'on a un domaine de compétences, on essaye de développer des calculs dans ce domaine de compétences, on a bien sûr généralement un petit biais cognitif qui fait que si on a choisi cette théorie, c'est parce qu'on y croit un peu, mais je crois quand même qu'on est globalement assez honnête. C'est-à-dire que moi, le dernier article que je viens de publier, il y a quelques jours, avait pour enjeu d'exclure un modèle que j'ai moi-même bâti. Donc on est, je crois, quand même globalement honnête, on se parle, on interagit avec, bien sûr, une sorte de résistance intellectuelle, mais qui est bienvenue. Parce que vous savez, on croit parfois qu'on est, nous, scientifiques, un peu trop fermés aux révolutions. Moi, j'aime bien cette idée, j'aimerais être révolutionnaire. Mais heureusement qu'on l'est. Parce que des idées révolutionnaires, il y en a 10 000 par jour. Et l'immense majorité sont fausses. Imaginez que la communauté scientifique change complètement de vision du monde dès lors que l'un d'entre nous, je ne parle même pas de fous furieux, hein, je parle de chercheurs respectables, a une idée révolutionnaire, mais on serait des girouettes. Toutes les 30 secondes, on changerait l'image du monde. Donc c'est un peu normal qu'il y ait une sorte d'inertie globale, je viens de perdre le micro, je crois, hein, c'est pas grave, une sorte d'inertie globale, c'est-à-dire que globalement nous doutons, nous sommes ancrés dans une vision orthodoxe, et quand une idée nouvelle émerge, il faut que celui qui la sous-tend et qui la soutient fasse ses preuves, c'est-à-dire convaincre ses collègues. Ça sera difficile, mais heureusement que c'est difficile. Attendez, je voulais juste compléter parce que c'est probablement une question très importante. On a dit, c'était pour préciser ce qui était en cause, si on peut dire, dans le passage de la théorie de Newton à la théorie d'Einstein. C'est pas, je crois que c'est juste une question de formulation parce qu'on est sûrement d'accord. C'est pas qu'une théorie est fausse, c'est qu'une théorie est vraie. C'est que ce qui est sous-jacent, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une théorie physique. Une théorie physique, c'est aussi de comprendre son niveau d'approximation pour décrire le réel. Ça veut dire les choix de phénomènes qu'elle a décidé de décrire comme plus importants que d'autres. Et que dans un certain contexte, certains aspects, même cette démarche-là est fort probablement commun à toute la démarche scientifique, et de considérer que cet aspect-là, c'est pas important. Cet aspect-là, c'est important, etc. Ça, c'est petit devant ceci. C'est qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand. Donc, non, la théorie de Newton, je m'en excuse, n'est pas fausse. La théorie de Newton est tout à fait exacte et vaut le coup vraiment pour accéder à plein de concepts, à la démarche scientifique, d'être étudié et d'être pratiqué. Ce qui est... Voilà. Mais dans certaines situations, là où certains effets, certains éléments ou certaines questions viennent élargir la problématique qui est posée, dans la théorie de Newton, vous ne pouvez pas jusqu'au bout construire une cosmologie cohérente. Vous pouvez faire l'exercice a posteriori, c'est ce qu'on appelle par exemple la cosmologie de Milne. Mais bon, on ne peut pas faire une théorie cosmologique de Newton, pour plein de raisons. Par contre, on peut faire une cosmologie, c'est-à-dire une physique de l'univers en théorie d'Einstein. Mais tout ce que l'on fait souvent en théorie de Newton est tout à fait exact au niveau de précision que l'on sait nous-mêmes donner. Mais pour revenir aussi à la peut-être deuxième question que vous posez, ce qui est en cause, selon moi, dans l'enseignement
des sciences et bien au-delà des sciences au lycée, à l'école et même à l'université, c'est de confondre, par exemple, dans l'exemple de la science et la recherche scientifique. La science, on pourrait considérer que c'est une suite d'énoncés de choses bien établies. Et dans ce cas-là, comme vient très bien de le dire Aurélien, c'est des choses bien établies dans un cadre donné, il faut y prendre garde parce qu'on peut tout à fait demain les contester et les améliorer en fait dans notre perception, dans notre interprétation du réel. Mais la recherche scientifique, c'est la recherche scientifique, c'est un questionnement continuel. Et ce qui est dommage, c'est que cette distinction entre science, pour aller vite, entre savoir et recherche scientifique est peu... il y a peu de sensibilisation à l'école de cet aspect-là. Ça, c'est dommage. Une seconde. Vraiment une seconde. Alors pour la première question, oui, on se parle en permanence. Donc il y a des échanges très fructueux. Et deux, les modifications de la gravité seraient des échelles extrêmement grandes. Mais par exemple, on pourra en avoir au niveau du système solaire. Et lundi prochain, je participe à une rencontre à l'ONERA. Il y a un satellite qui s'appelle Microscope qui va être lancé bientôt par des gens de l'université de Nice et qui va essayer de tester dans le système solaire le principe d'équivalence à un niveau 10-15, alors qu'on le connaît au niveau 10-13. Donc voilà, on va aller voir des choses dans le système solaire aussi. Très court ici. Pour revenir sur la Terre noire, que peut-on penser que la théorie d'onde? Bon, donc réponse très brève, on s'engage là-dessus là, pour la fin du débat. Donc, monde, pour les non-spécialistes, c'est une modification des lois, justement. C'est-à-dire qu'au lieu de croire que la matière noire, ce sont des objets qu'on n'a pas encore identifiés, on va plutôt modifier les lois et se dire qu'en réalité, le contenu matériel de l'univers, lui, est conforme uniquement aux observations. Bon, évidemment, c'est intéressant d'essayer ça. Quand ça ne marche pas, il faut tout essayer, la diversité est la règle. Je dirais, pour faire court, que les dernières données expérimentales, à mon sens, défavorisent cette théorie pour une raison très simple. On a vu des amas qui se sont rentrés l'un dans l'autre, et ce qu'on observe, c'est que le centre de gravité de la matière noire, le centre de gravité de là où il y a de la masse, n'est pas le même que le centre de gravité de la matière visible. Et ça, c'est très dur à expliquer avec une modification des lois, parce que si vous changez les lois, vous respectez quand même les symétries. Donc forcément, les conséquences, le principe de Curie, vont être centrées sur les causes. D'accord ? Et là, ce qu'on voit, c'est que le principe de Curie n'est pas vérifié, donc c'est presque impossible d'en rendre compte avec une modification des lois. Donc aujourd'hui, le monde survit à condition de mettre quand même un peu de matière noire en plus, ce qui, à mon sens, le défavorise fortement. Merci. Le micro. Il y a une dernière question. Bonjour. Ma dernière question. Oui, la dernière question, monsieur. Oui. Je vous en prie. Parlez fort dans le micro. Oui, vous m'entendez ? Oui. Voilà. Alors, je parle fort. Je voudrais savoir, parce qu'on a beaucoup parlé de la constante de Newton, savoir comment on a défini la constante donc grand G, constante gravitationnelle. On m'a dit d'abord que c'était Cavendish avec une petite expérience qui voulait, je crois, faire quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est ma question, avec la densité de la Terre ou quelque chose. Et je voudrais que vous terminiez en nous donnant une idée de la constante de Boltzmann, que je ne sais pas du tout ce que c'est et pourquoi vous n'en avez pas parlé finalement. Alors, pour la constante de gravitation, on peut simplement, pour comprendre ce que c'est, revenir simplement à l'interaction gravitationnelle comme elle est décrite en théorie de Newton. On sait que deux masses s'attirent l'une vers l'autre par une force qui est inversement proportionnelle à la distance au carré, mais que l'amplitude de cette force est donnée par la constante de gravitation qui a une valeur bien spécifique. Pour répondre, si possible, à votre autre question sur la constante de Boltzmann, je pense que ça invite à dire qu'effectivement, aujourd'hui, notre description de la réalité physique passe par un certain nombre de constantes, que sont la vitesse de la lumière, la constante de gravitation, la constante de Planck, oui, je pensais à H bar. Oui, d'accord. H bar, oui, H, qui détermine, si vous voulez, le seuil, pas tout
tout à fait en énergie, disons, au-dessous ou en deçà duquel les effets quantiques pourraient devenir importants. Et la constante de Boltzmann, elle, est d'une autre nature. Elle est associée au phénomène statistique, au phénomène thermodynamique. Alors, c'est vrai qu'il y a une description qui s'élabore maintenant depuis peu d'envisager la gravitation comme un effet de thermodynamique, d'un système thermodynamique qui serait l'univers. Et dans ce cas, de faire explicitement intervenir la constante de Boltzmann. Et une relation fameuse qui fait intervenir ces 4 constantes, que sont donc la constante de Boltzmann, la constante de Planck, la constante de Newton et la vitesse de la lumière, c'est par exemple l'entropie des trous noirs du Hawking, qu'on retrouve aussi en théorie des cordes, qu'on retrouve aussi en gravité quantique, qui fait intervenir toutes ces constantes à la fois et qui, en fait, souligne effectivement le fait que notre compréhension de la physique et de la réalité matérielle passera par une description quantique, relativiste, thermodynamique de ce système-là. Merci. Alors, on arrête là ce soir. On remercie nos conférenciers. Et justement, Jean-Michel Alimi vient parler de trous noirs. Eh bien, je vous invite pour la prochaine conférence, c'est jeudi prochain, 19 novembre, même lieu, même heure. Et ce sera Éric Bourguignon du LUT, un grand spécialiste des trous noirs, qui nous parlera du mystère des trous noirs. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour chez vous. Merci à vous.